Monsieur le ministre Clémence Ouedraogo, bonjour. Bonjour, Madame Diégué. Vous êtes conseiller spécial du président sortant, Roch-Marc Christian Kaboré, et le premier vice-président du mouvement du Peuple pour le Progrès, le MPP, et le porte-parole du candidat Roch-Marc Christian Kaboré. La campagne électorale a été marquée ces derniers jours par des attaques terroristes obligeant des candidats à suspendre leur activité politique. Dans ce contexte sécuritaire particulier, comment se déroule la campagne de votre candidat ? Je voudrais d'abord déplorer effectivement cet événement qui est survenu en pleine campagne, à un moment où pourtant des dispositions ont été prises pour assurer un bon déroulement de cette campagne. Mais comme vous le savez, depuis déjà quelques années, notre pays a un but à cette question, à ces agressions, ces attaques terroristes contre lesquelles nous luttons. Mais je dois dire que ce fait est intervenu. Notre candidat, le président Roch Kaboré, a suspendu sa campagne. Il a été suivi par d'autres candidats qui effectivement ont suspendu leur campagne en solidarité avec vis-à-vis donc de ces victimes, vis-à-vis de leurs familles. Mais c'est un fait qui est intervenu tout de même dans la campagne de manière isolée, parce que la campagne a quand même bien démarré et elle se déroule, on peut le dire, sur des chapeaux de roue tout de même. Loin des craintes qu'on avait au départ, au moment où on posait les jalons de cette campagne, il y avait eu beaucoup de craintes, beaucoup de discussions sur cette question, sur l'impact de la situation des agressions terroristes sur la campagne. Vous craignez qu'il y ait plus d'attentats que prévu ? On peut naturellement, il était pour nous beaucoup plus normal de prévoir une situation plus grave et surtout d'anticiper et de prendre les mesures nécessaires, ce que nous avons fait en mettant bien sûr en état d'alerte l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui ont pris les dispositions nécessaires, y compris l'état-major des armées, en créant un comité de sécurité piloté par le chef d'état-major général des armées lui-même et qui veille donc à ce que la circulation des acteurs politiques et les différentes activités, qu'elles se déroulent dans de bonnes conditions. Alors, longtemps épargné par les groupes armés, le Burkina fait désormais partie des guerres sahéliennes. Selon le Conseil constitutionnel, plus de 17% du territoire ne pourra pas participer aux élections du fait du terrorisme. Comment expliquez-vous la détérioration de la situation sécuritaire de votre pays ? C'est une situation qui a commencé sous la transition déjà, puisque le premier attentat terroriste a eu lieu à Samorougouan, c'est une localité dans l'ouest du pays, et c'était sous la transition, c'est-à-dire en 2015, en fin 2015. Et lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, et là je parle du pouvoir du président Roch Kaboré, avant même d'avoir mis en place un gouvernement, nous avons assisté au premier attentat terroriste en plein cœur de la capitale Ouagadougou. Alors, est-ce un fait de hasard ? Bien sûr, les réponses sont diverses. Il faut juste se rappeler que sous l'Ancien Régime, notre pays avait été épargné pendant que des pays voisins comme le Mali, comme le Niger, et d'autres pays subissaient des attaques. Alors, question, pourquoi notre pays était épargné et pourquoi c'est au moment où un autre régime arrive que ça commence à mal se passer? Évidemment, voilà, on peut se permettre toutes sortes de questionnements sur cette question. Pour vous, il y a un lien de causalité entre le départ de l'ex-chef de l'État, M. Blaise Compaoré, et la recrudescence, ou en tout cas l'arrivée de ces attentats terroristes au Burkina Faso ? C'est une question assez complexe, parce que la sous-région ouest africaine, en particulier la bande sahélo-saharienne, connaît quand même cette menace, même sous l'ère Compaoré,
Et comme vous l'avez d'ailleurs constaté, la Côte d'Ivoire elle-même n'a pas été épargnée. Donc, il y a comme des velléités d'assiéger la sous-région. Dans ce cadre-là, même avec la continuation de l'ancien régime, on ne peut pas affirmer qu'il n'y aurait rien eu du tout. D'autant plus que l'ancien président lui-même, Blaise Compaoré, avait créé une unité antiterroriste, ce qui veut dire qu'on anticipait sur cette éventualité. Maintenant, est-ce que le fait qu'il y ait eu cette dégradation au moment où un autre régime arrive est lié au fait qu'il y ait eu un passage de témoins? Alors, nous constatons que c'est les terroristes eux-mêmes, quand ils ont mené des attentats qu'ils ont revendiqués, ont fait mention du changement de régime. Donc, tout de même, on ne peut pas dire non plus qu'il n'y a aucun lien de cause à effet. Mais est-ce que la dissolution de l'unité des forces spéciales appelée Régiment de sécurité présidentielle, RSP, n'a pas cassé un maillon essentiel dans le système sécuritaire burkinabé? Écoutez, la dislocation du régiment de sécurité présidentielle est j'allais dire, un élément de la déconfiture de l'armée burkinabé. Parce qu'il vous souviendra que dans les années 2011, déjà il y avait eu des mutineries qui ont fait que l'ancien régime était obligé pratiquement de retirer à toutes les autres sections de l'armée les armes. Et donc, on peut dire que l'essentiel de l'armement était concentré entre les mains du régiment de sécurité présidentielle RSP, qui lui-même s'est permis d'opérer un coup d'État sous la transition. Alors évidemment, avec cet acte qui a été posé, on se rappelle très bien ce qui s'est passé, le peuple s'est mis debout, les institutions internationales, sous-régionales ont dit pas question, plus de coup d'État ici, et naturellement, on a mis en déroute ce coup d'État. Et le régiment de sécurité présidentielle lui-même a donc été aussi disloqué. Donc, le reste de l'armée n'avait plus les armes et le RSB qui avait les armes est disloqué. Voilà pourquoi le pays s'est retrouvé sans armée pratiquement pour se défendre quand les terroristes se sont mis à attaquer. Alors, c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas rendre Roch Kaboré responsable de cette situation, parce que tout ça s'est passé avant lui. Mais quand même, vous le dédouanez, on l'entend. Mais n'y a-t-il pas une part de responsabilité de l'État quand une partie de la population se trouve actuellement privée d'exercer ses droits et devoirs de citoyen? Et puis, on se demande aussi si cette situation ne va pas être surtout préjudiciable pour votre candidat, l'aspect sécuritaire. Ce n'est pas le maillon faible, encore une fois, de la présidence? Écoutez, si on vous déclare la guerre, vous devez faire la guerre. Forcément, il y a des conséquences. Alors, le président Roch Kaboré est arrivé au pouvoir, ces gens-là lui ont déclaré la guerre, ils mènent des attaques, on s'est organisé. Mais ces gens-là, vous dites ces gens, pour riposter. Ces gens, les terroristes, les différents groupes terroristes. Voilà. Mais on ne sait pas qui ils sont exactement, à part quand il y a quelques revendications. Oui, c'est ça. Il y en a qui signent sur les revendications, il y en a qui... Mais la plupart des attaques ne sont pas revendiquées. Et donc, il est évident qu'il fallait s'organiser pour faire face à la guerre. C'est ce que le président a fait avec l'armée. Il a réorganisé l'armée, il a rééquipé l'armée. Le budget consacré à la sécurité et à la défense, qui n'était que de 7%, est passé à près de 20% aujourd'hui. Ce qui montre tout l'effort qui a été fait et qui a permis de faire reculer la menace terroriste aujourd'hui dans notre pays. Parce que tout de même, il y a toujours des attaques, mais il y a un recul de la menace. Vous avez vos armées, vos soldats ont pu reconquérir des territoires précis? En fait, notre territoire n'est pas sous occupation. Ce sont des attaques et des incursions. Vous voyez. Donc, ça se fait de manière transfrontalière, surtout dans la zone des 3 frontières Mali, Niger, Burkina. Et les terroristes, ils sont basés quelque part à l'intérieur du territoire malien. Ils mènent une incursion, ils frappent un coup au Burkina ou au Niger, ils se replient. Vous voyez, ils jouent un peu sur le fait qu'il y a le fait de frontières. Alors, donc, on s'est organisé quand même et nous avons pu faire reculer aujourd'hui la menace. Et au passage, il faut signaler qu'à l'appel du président,
le peuple aussi s'est organisé spontanément à travers ce qu'on appelle les VDP, Volontaires pour la défense de la patrie, qui aujourd'hui supplée, complète, j'allais dire, l'action des forces de défense et de sécurité. Tant et si bien qu'il y a beaucoup des axes routiers qui n'étaient pas praticables aujourd'hui le sont. Il y a des zones où les terroristes n'arrivent plus à venir mener leurs incursions et nous pouvons dire que nous avançons dans le bon sens. Voilà, avec la montée en puissance de nos forces, avec l'appui donc de ces VDP. Alors, le chef de file de l'opposition burkinabé, Zéphérin Diabré, nous a affirmé que pour mettre fin à cette crise sécuritaire, il serait prêt, s'il est élu président bien sûr de la République du Burkina Faso, à négocier avec les terroristes. Comment cela vous interpelle? Si d'aventure il était élu président, il se rendra compte que c'est inopérant, tout simplement. Parce que négocier veut dire être capable, pouvoir s'asseoir autour d'une table avec un vis-à-vis, avec qui on peut discuter de l'objet d'un objet précis et en venir à négocier en quelque sorte une entente sur la base de concessions que l'on peut faire de part et d'autre. On négocie avec des groupes rebelles. C'est clair, c'est de notoriété publique. Mais négocier avec des terroristes est une autre affaire. Quels sont les intérêts de ces groupes-là? Quelles sont leurs intentions? Parce qu'ils n'avancent pas de prétentions territoriales qu'on peut discuter. Ils n'avancent pas de revendications matérielles ou financières qu'on peut discuter. Vous constatez qu'ils vous attaquent. Ils vous demandent de ne plus enseigner le français. Est-ce que c'est négociable ces questions-là? Est-ce que donc, en contrepartie, vous leur cédez une portion de votre territoire pour les contenter? Est-ce que vous changez l'enseignement pour les contenter? Est-ce que vous leur donnez de l'argent? Si cela suffisait, je pense que les grandes puissances qui sont attaquées paieraient pour que ça finisse. Ou alors, vous leur permettez d'utiliser votre pays, comme c'était le cas avant, comme base arrière. Et comme vous êtes alors leurs enfants chouchous, ils vous laisseront en paix, tout en sachant qu'ils vous utilisent, vous, État voyou, pour attaquer maintenant les autres. Alors, c'est ça qui fait que, à mon avis, c'est des vues de l'esprit. Dans la réalité, déjà pour trouver l'interlocuteur, c'est un problème. Qui nous attaque? Ceux qui nous attaquent même, on voit qu'eux-mêmes, ils s'entretuent quelquefois. Est-ce qu'ils accepteront de venir s'asseoir autour du même table où vous négociez individuellement? Vous négociez individuellement avec celui-là qui accepte quelque chose, mais l'autre, il ne l'accepte pas. Il se dit, comme celui-là va arrêter, moi, je gagnerai maintenant du terrain. Donc, en réalité, dans le contexte actuel, dans un contexte d'une guerre qui est transnationale, où toute la sous-région est concernée, à mon avis, si le Burkina Faso veut négocier tout seul la paix avec ces gens-là, c'est juste pour leur faire l'offre d'être un État voyou avec qui ils vont pouvoir utiliser contre les autres. Sinon, on ne peut pas trouver de solution à cette négociation-là. Et du reste, je pense que même la communauté internationale s'est convaincue que négocier avec des terroristes est quelque chose qui n'aboutit pas généralement. Oui, donc, il faut juste les combattre pour vous. Comment? Il faut juste les combattre. Mais il faut les combattre, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ce que le G5 fait, c'est-à-dire, disons, que l'ensemble des pays concernés, attaqués, s'organisent ensemble pour venir à bout de cette menace, avec l'appui de la communauté internationale. C'est ce qu'on fait. Il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, si à un autre moment, ces gens-là subissent des mutations et avancent des prétentions discutables, qu'on peut discuter, à ce moment-là, je n'exclus pas qu'un jour, il puisse y avoir des négociations. Mais dans le contexte actuel, au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas comment cela est possible. Le Mali, du reste, l'a essayé il y a quelques mois. Est-ce qu'il y a eu une avancée? Rien du tout. Alors donc, il ne faut pas qu'on fasse un bluff inutile autour de cette idée. Il faut juste mettre le cap là où on doit le faire pour que le terrorisme quitte nos frontières. C'est tout.
Alors, le candidat Roch-Marc Christian Kaboré entend briguer un second mandat avec son programme dont je résume l'esprit, hein, ensemble et en mouvement avec le peuple. Parlez-nous des mesures envisagées pour parvenir à réformer l'État, à garantir la sécurité et booster l'économie. Oui, effectivement, comme vous le dites, j'ai son programme devant moi qui est là et qui, effectivement, est intitulé « Ensemble et en mouvement avec le peuple, renforcer l'État, l'administration publique pour garantir la sécurité, la stabilité et renforcer la résilience économique du Burkina Faso ». À l'intérieur de ce programme, le président Kaboré décline les axes importants, ce qu'on a appelé les 10 chantiers. Et le premier chantier, justement, il concerne la question de la sécurité et de la résilience. Il vise effectivement à permettre donc de retrouver la paix au Burkina Faso et à créer un environnement de sécurité et de paix pour pouvoir avancer dans les questions de développement. Nous avons foi, nous sommes confiants que ce pari, il va être gagné parce que, comme je l'expliquais, nous sommes déjà dans la bonne direction. Voilà. Et également, il met le cap sur la réforme de l'État et des institutions parce que, voyez-vous, nos administrations restent toujours des administrations à problème. Et la manière dont nos fonctionnaires, nos administrations fonctionnent, il y a toujours des problèmes de gouvernance. Ce que le président Kaboré veut faire, c'est recréer une gouvernance orientée vers la satisfaction des intérêts du citoyen. En nettoyant l'administration de certaines tares, comme la corruption, vous voyez, comme la paresse dont font preuve certains de nos travailleurs, comme aussi le désordre que certains créent par des mouvements dans tous les sens. Alors, donc, c'est tout cela qu'il faut faire pour que, désormais, en allant à la modernité, parce qu'il faut au passage moderniser l'administration burkinabé, en allant à la modernité, que l'on ne puisse plus trouver des espaces où se joue la corruption. Que par exemple au niveau des impôts, au niveau des douanes, au niveau des administrations économiques, etc., que l'usage des technologies de l'information et de la communication permette de passer à une autre façon de servir l'État, de servir la nation, de servir les citoyens. Et ça, c'est un chantier important qu'il a effectivement consigné dans le chantier numéro 3 qui dit « Réformer l'État, moderniser, professionnaliser l'administration publique ». Au passage, nous sommes conscients qu'il faut renforcer la démocratie. Elle est une démocratie qui fonctionne déjà bien. Ça, je pense que le monde entier est d'accord sur ça. Le Burkina Faso est désormais un pays véritablement démocratique avec les standards normaux de la démocratie. Mais il faut la renforcer. La renforcer en faisant en sorte que l'institution judiciaire, qui est déjà indépendante, soit aussi capable de jouer pleinement sa mission et son rôle par rapport à la lutte contre la corruption et par rapport aussi à bien d'autres avatars de la société. Mais vous venez de citer justement deux corporations qui ont participé à tous ces mouvements sociaux, la fonction publique, là vous parliez de l'aspect de la justice, et vous avez été ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Quels ont été finalement les principaux points de discorde avec les syndicats? Et comment le candidat du MPP compte y remédier s'il est réélu? Non, nous avons dans notre pays un mouvement syndical qui est très énergique, il faut l'avouer. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est teigneux, mais on peut même se permettre, parce que si vous parcourez l'histoire de notre pays, les syndicats eux-mêmes ont fait et défait plusieurs régimes politiques. Nous avons un mouvement syndical donc, qui a ses caractéristiques propres, mais qui bien sûr joue aussi son rôle de revendication pour satisfaire les intérêts matériels et moraux de ses membres. Nous n'en disconvenons pas, c'est dans son rôle. Donc quand nous sommes arrivés, il faut avouer qu'il y avait déjà une atmosphère extrêmement délétère. Parce que même sous la transition, il y a beaucoup de corps professionnels qui avaient des revendications très importantes, substantielles,
et qui avait bénéficié de promesses. Et donc nous sommes arrivés à pic au moment où ça commençait déjà à être assez brûlant. Donc nous avons travaillé à satisfaire un certain nombre de revendications. Il y avait même une réforme globale des rémunérations dans une loi qu'on appelait la loi 081, où pratiquement on réorganisait tous les corps de la fonction publique. Et avec des incidences très fortes de près de 40 milliards de francs CFA. Donc quand vous arrivez, vous trouvez cette situation qui couvait déjà, qui était là, avec des concessions qui étaient déjà pratiquement faites par le régime de la transition. Il faut avouer que ce n'était pas facile. Mais nous avons affronté, nous avons satisfait beaucoup de ces revendications générales et catégorielles, de sorte que cela nous a posé beaucoup de problèmes parce que la masse salariale est passée de 450 milliards en début 2016, quand nous arrivions, à aujourd'hui près de 900 milliards. Donc vous avez doublé. On a doublé la masse salariale. Ça nous a quand même coûté cher. Il n'y a pas que les revendications qu'on a satisfaites parce qu'on a recruté aussi beaucoup de nouveaux fonctionnaires pour donner l'emploi aussi aux jeunes. Mais tout ça, donc, n'était pas facile à gérer. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord que ce régime a beaucoup fait pour les travailleurs, continuera à faire. Donc, nous allons continuer à pratiquer le dialogue social. Le président Roch Kaboré l'a dit, de sorte que nous puissions évoluer vers, et de manière concertée, vers une trêve sociale. Cette trêve sociale, elle est indispensable pour que nous puissions mettre le cap sur les questions économiques et sociales de l'ensemble de notre peuple. Alors, les attentes de la population étaient nombreuses avec l'élection du candidat sortant au premier tour, avec plus de 53% des voix en 2015. 5 ans après, est-ce que le bilan du candidat Roch Marc-Christian Kaboré parle pour lui, notamment sur le plan économique et social? C'est un bilan incontestablement positif. Alors moi je le dise, me paraît tout à fait normal, dans l'ordre normal des choses, mais vous verrez que même en sondant au sein de la société burkinabé, on vous dira si avec ce que le président a subi comme agression, attaque, comme désordre, dans ces 5 ans, il a pu faire ses réalisations. Si on avait évolué en temps de paix, vraiment, on serait déjà dans les merveilles. Pourquoi? Parce que le plan national de développement économique et social qui a été déroulé sur le quinquennat et dont l'incidence était de l'ordre de 15 000 milliards de francs CFA, a quand même pu être exécuté à plus de 75%. Et ça, ce n'est pas des indicateurs que nous fabriquons tout seuls, c'est des indicateurs qui sont établis en rapport avec les partenaires techniques et financiers qui, eux, je pense, ne se feront pas dicter de faux chiffres. Et avec donc ce taux d'exécution, il faut avouer qu'il y a eu donc un gros effort qui a été fait. Et nonobstant donc les questions sécuritaires, la fraude sociale, comme je vous expliquais, il fallait satisfaire toutes ces questions, faire la guerre et bien sûr faire face à la Covid-19 qui s'est invitée aussi vers la fin du régime, du quinquennat, je veux dire. Alors, avec tout ça, aujourd'hui, les Burkinabés voient que des goudrons, de nouvelles voies bitumées poussent comme des champions dans notre pays. Des pistes rurales, on en fait. Et des adductions d'eau ont été multipliées. Dans le domaine de la santé, on a réalisé de très nombreux centres de santé primaires par centaines, des collèges d'enseignement par centaines. Et on a même crevé les prévisions sur certains domaines. Aujourd'hui, les Burkinabés sont convaincus et conscients que le président Roch Kaboré et son gouvernement ont beaucoup travaillé. Et c'est pourquoi ils lui font confiance. Ils savent qu'en continuant avec lui, on va engranger davantage de victoires sur tous ces terrains-là. Voilà, tout en réglant au passage la question de l'insécurité. Alors à propos de l'ex-chef de l'État, Blaise Compaoré, en exil en Côte d'Ivoire depuis sa chute en 2014, Roch Marc Kaboré a affirmé récemment, je le cite, qu'il est
est un ancien chef d'État et qu'il faudra travailler à son retour dans le respect de son rang. Que doit-on entendre exactement? Doit-on s'attendre à un retour imminent de Blaise Compaoré? Le président Roch Kaboré a dit, s'il est élu, c'est normal, s'il est élu, quand on est candidat, il y a forcément, on le dit comme ça. Nous sommes confiants, mais quand même, on doit dire s'il est élu. Et il va travailler à ce que dans le premier semestre de l'année, la question de la réconciliation nationale trouve une solution. De quoi s'agit-il? Pour nous, il s'agit de faire en sorte que, à travers de larges concertations au sein des couches de la société burkinabé, près de toutes les personnes qui comptent, qui doivent mettre leur voix, société civile, religieux, coutumiers, etc., que l'on puisse trouver un schéma, un modus vivendi, pour recréer une ambiance sociale, politique, favorable au développement, favorable à la paix des cœurs dans tous les sens, à la cohésion sociale, à l'unité nationale, de sorte que nous puissions mettre désormais le cap sur les questions de développement du pays. Et dans ce sens-là, il inscrit la question de certains exilés qui n'ont pas été exilés par nous. Ce n'est pas le régime de Roch Kaboré qui les a mis dehors, non, ça on le sait bien. Mais c'est des vicissitudes de l'histoire, c'est les tumultes de l'histoire récente qui ont donné lieu à cette situation. Et ils n'ont d'ailleurs pas été chassés même en son temps, ils sont partis d'eux-mêmes dans des conditions, acceptons-le, qui étaient troubles. Donc, sur la question de Blaise Compaoré, comme sur d'autres questions, eh bien, nous pensons que s'il souhaite rentrer, il doit pouvoir rentrer. Mais il est chef d'État, il est ancien chef d'État. Chez nous, il y a un certain nombre de dispositions, même légales, qui existent, qui accordent aux anciens chefs d'État des privilèges, des avantages. Par exemple, on leur accorde la sécurité, c'est-à-dire des agents de sécurité pour veiller à leur sécurité. On leur accorde également une liste civile. On leur accorde, je pense aussi, un moyen de déplacement, etc. Parce qu'on continue de leur faire appel aussi pour... Et on subvient à leurs besoins? Il y a une aide financière? Oui, tout à fait, une aide financière également, tout à fait. Alors, et donc, on ne peut pas admettre qu'ils rentrent dans la cacophonie. Parce que, quelque part, il faut toujours se rappeler pourquoi il est parti. Parce que si on pose la question de comment il rentre, en oubliant de se poser, de se rappeler celle de comment il est parti, évidemment, on force la discussion. Mais je voudrais juste rappeler le mandat émis contre lui en 2016 dans le cadre du dossier de l'assassinat en octobre 1987 de Thomas Sankara. Ce mandat court toujours? Oui, je pense. Et c'est la justice qui a émis ce mandat. Et naturellement, la justice étant indépendante, va continuer à traiter le dossier comme il se doit. C'est pourquoi, justement, la question de la réconciliation nationale chez nous ne peut pas être complètement séparée de la question de la justice. Parce que la justice, on ne l'arrête pas pour faire la réconciliation. Nous travaillons sur le principe, ce que nous appelons le triptyque, vérité, justice, réconciliation. Ce qui veut dire qu'il faut arriver à se dire la vérité. Il faut que la réconciliation elle soit sincère. Quand certains en parlent, on voit qu'ils veulent survoler les problèmes réels pour juste créer des conditions favorables au retour de Blaise Compaoré ou d'autres personnes. On ne peut pas outrepasser les questions de fond qui justement expliquent pourquoi ils sont partis. Vous voyez? Alors c'est pourquoi nous nous disons, et le président Roch Kaboré insiste pour dire, tout cela se fera dans le respect aussi de ce principe, vérité, justice, réconciliation. Mais excusez-moi, l'ex-président Blaise Compaoré n'est pas parti à cause de l'assassinat présumé de Thomas Sankara, qui date de 1987. Non, ce n'est pas à cause de ça. Mais je veux dire que ça fait partie d'un bloc de problèmes. Certains problèmes se réfèrent à la question de la justice, mais d'autres se réfèrent aussi au climat politique qui avait été créé, parce qu'en son temps, c'est son obstination à réviser l'article 37 de la Constitution pour se tailler un énième mandat qui avait créé les problèmes. Et des gens sont morts. Et il y a eu des victimes. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces victimes-là?
des familles de ces victimes. Donc il faut arriver à apaiser tout ça, à régler les questions, se parler aussi, que peut-être aussi quelqu'un ait le courage de reconnaître la vérité, que les gens, que les acteurs soient sincères pour faciliter les opérations et que s'il le faut, qu'on demande pardon aussi au peuple. Tout ça est important. Vous voyez, c'est pourquoi ceux qui disent qu'il faut déjà faire venir Blaise Compaoré et Zida et d'autres, et après on va voir comment on se réunit pour voir comment régler la conciliation. Ils ont tort de dire ça. Parce qu'il faut d'abord créer les conditions pour que ce retour soit acceptable et accepté. Vous voyez. Alors on ne peut pas, vous voyez, bon, bien sûr, c'est des lectures différentes que nous faisons de cette situation, nous en convenons, mais nous en tout cas notre lecture est claire, c'est qu'il faut aujourd'hui travailler dans la sincérité à créer les conditions d'un apaisement général. Et ça nécessite qu'on ramène toutes ces questions que nous avons traversées tout au long de notre histoire, pas seulement des 3 ou 4 dernières années qui concernent que quelques personnes, mais depuis notre indépendance jusqu'à aujourd'hui, pour donc travailler à apaiser véritablement les cœurs, aller à une véritable réconciliation nationale. Est-ce que le président sortant, Roch-Marc Christian Kaboré, et l'ex-chef de l'État, Blaise Compaoré, sont amenés à discuter? Est-ce qu'ils se parlent sans intermédiaire? Je ne saurais vous le dire parce que le président Kaboré, il a quand même sa... Je veux dire que ça, c'est un peu du domaine des questions très rapprochées, très proches de lui. Donc, je ne saurais vous le dire, mais tout ce que je sais, c'est que le président Blaise Compaoré, de là où il est, a écrit quelquefois. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il n'a pas l'occasion de parler directement, c'est pour ça qu'il a écrit? Mais vous connaissez bien le président Roch Kaboré, c'est quelqu'un qui est très simple. Il est ouvert. Je suis sûr que même si demain matin, Blaise Compaoré dit « Ah, j'envoie quelqu'un parce que j'ai un message », il ne refusera pas de recevoir. Alors maintenant, une chose est ces échanges possibles d'homme à homme. Une autre chose, c'est quand même le fond des questions. Parce que si on ne traite pas les questions dans le fond, ce n'est pas un problème de relationnel qui les règle. Voilà, c'est ce que je veux dire. Pour terminer cet entretien, j'aimerais vous entendre sur l'état d'esprit, justement, et le moral du président sortant à quelques jours du scrutin. Comment se porte-t-il? Le président Roch Kaboré, il est très confiant. Vous l'avez vu à l'aise dans ses différentes interventions, dans ces grands meetings, des meetings qui n'ont pas d'égal. Car les meetings que lui préside, c'est vraiment des meetings qui brassent plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et il est toujours à l'aise. Il s'exprime dans la langue nationale, qui est sa langue, le moré, là où il y a beaucoup de moréphones. Il s'exprime en français, là où il n'y a pas beaucoup de moréphones. Il est vraiment à l'aise sur toutes les questions. Alors, ce qui est important, que je vais relever au-delà de tout cela, c'est la détermination du président Roch Kaboré à poursuivre le combat libérateur et le développement de ce pays. Vous voyez, son parti, le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, comme il s'appelle bien, il s'intitule bien le mouvement. Et son programme encore dit « Ensemble et en mouvement ». La notion de mouvement, là, c'est quoi? C'est cette mobilisation populaire qu'il est arrivé à organiser au Burkina Faso depuis 2014, date de création du MPP. C'est donc cette ambiance de mobilisation populaire pour aller à l'assaut des différentes questions de démocratie et de développement dans notre pays. C'est ça, et c'est sur ça qu'il est depuis, et c'est sur ça qu'il a travaillé durant le quinquennat. C'est sur ça aussi qu'il entend travailler dans ce quinquennat à venir, avec l'espoir que nous avons tous qu'il sera réélu. Monsieur le ministre, merci de nous avoir reçus, d'avoir répondu à toutes nos questions en tant que porte-parole du candidat, le président sortant Roch-Christian Kaboré du MPP. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les candidats et représentants de nous avoir reçus. Un grand merci à la radiodiffusion télévision du Burkina, la RTB.
et tout particulièrement à son directeur général, M. Pascal Tchoumbano, au directeur commercial et du marketing, M. Mamadou Dembélé, et au chef de service technique, Cyprien Nanema, pour leur esprit de confraternité. Merci à mes confrères Ousmane Paré et Paul Miki Rwamba d'avoir pris part à un débat disponible sur RTI Info. Merci à mon aîné Fernand Dédé. Et enfin, merci infiniment au peuple burkinabé pour son accueil. Bonne suite des programmes sur RTI 1 et rendez-vous samedi prochain.